Le mois passé déjà, nous avions partagé sur la fiscalité euh, euh, des travailleurs. On a longuement discuté là-dessus, les étudiants, les Atsubi et tout le reste. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur la fiscalité des entrepreneurs et tout. Je suis vraiment contente d'être là à répondre à vos questions et à présenter le fruit de ma formation et aussi de l'expérience dans laquelle je me suis engagée. Donc, comme vous le savez tous, c'est l'entreprise AMN Tax Consulting qui fait la présentation au travers de moi, ma modeste personne. Et voilà, donc, bon, pour ce qui est des organisateurs riches, je vais faire la présentation à un moment donné. Quand je vais solliciter les questions, n'hésitez pas à les poser. Parfois, pendant la présentation, je vais demander 2 ou 3 questions. Comme vous dites, si vous avez des questions qui n'ont pas encore été traitées, notez-les. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Élise, est-ce que tu es là? Est-ce qu'Élise est en ligne? Bien, voilà, je vais t'écrire en inbox. Voilà, et à la fin de la présentation, nous allons le traiter parce que nous voulons aussi aller au-delà du temps qui nous est imparti. Donc, voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. OK, on ne bouge plus. OK. Voilà, pour ce qui est question, pour ceux qui se sont inscrits, voilà les thèmes on va partager de façon vegan, prioritaire. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème sur la petite entreprise. Ah, voilà, ça a marché, c'est super. Super. Donc, la plupart d'entre vous ont souhaité qu'on s'entretienne sur la petite entreprise, ce qu'on appelle le Klein Unternehmen-Regelung en Allemagne. Et puis, sur la déduction fiscale, Betriebsausgabe, et nous allons aussi parler un peu de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais notez que ce sont des grands thèmes. On ne peut pas en 1h30 vraiment entrer dans tous les détails. C'est pour ça que la plupart de ces thèmes constitueront l'objet ou bien le thème des prochains webinaires en 2023 que nous aurons présenter. Donc, voilà, à peu près, nous avons une communauté WhatsApp depuis le mois passé où nous postons nos infos hebdomadaires sur l'actualité fiscale en Allemagne et même sur des thèmes vraiment stratégiques qui vous aident à vraiment mieux appréhender l'avenir et vos activités, autant fiscales que d'autres domaines de la fiscalité. Donc, il y avait une participation volontaire, donc tel que je le vois, la plupart participeront pour la prochaine fois, mais c'est pour ceux qui ont participé déjà et merci, ça nous encourage aussi à continuer à investir pour pouvoir mieux vous servir. Donc, voilà pour ma personne. Comme dit, c'est l'entreprise AM Tax Consulting qui se présente. Je suis celle qui a créé cette entreprise. En dehors de ça, j'ai fait les études de la finance. Je suis dans le Vermögensberatung. Je fais de la comptabilité financière. En fait, je suis dans le domaine de la finance, une grosse immense, mais je me suis spécialisée beaucoup plus dans les impôts et la comptabilité. Donc, fiscaliste financière, je le suis. Donc, quand on parle d'entrepreneur, c'est un gros. Il y a différents entrepreneurs, si on peut dire ça comme ça, d'après les activités que les uns et les autres exercent. Donc, il y a des gens, par exemple, la plupart des entrepreneurs, tous les entrepreneurs de façon générale, on est tous indépendants. Donc, selbstständig, comme on le dit en allemand. Et c'est catégorisé, quoi. Donc, on va parler des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs de profession libérale, des freelancers et tout ça. Vraiment, ça a une importance sur le plan fiscal de définir exactement c'est quoi. Donc, il y a par exemple cette différence entre Freiberufler et freelancer. Nous savons tous ce que c'est qu'un freelancer. C'est celui-là qui fait le commerce dans une plateforme et qui peut être créé dans le domaine de IT. La différence avec un Freiberufler, c'est les métiers de profession libérale qui nécessitent parfois une formation pour pouvoir, formation et autorisation même de la IAK parfois pour pouvoir exercer ou je ne sais dans quel domaine. Donc, tous sont des selbstständige en général
tous sont des selbstständiges. Selbstständig veut dire je ne dépends pas d'un employeur, je ne dépends pas de lui, je fais mon activité, j'exerce mon activité de façon indépendante et je ne reçois pas d'ordre d'un patron ou d'un chef. Et c'est pour ça qu'il y a toutefois des différences. Donc, on a Freiberufler et Gewerblich. Parfois, ce n'est pas. Ce qui est bien avec les Freiberufler, c'est que leur métier est déjà catégorisé dans un catalogue bien défini par la loi. Donc, les Gewerbe, ça peut être parfois les gens qui font dans le commerce, grosse, la gastronomie, les hôtels, les Vermittler. Parfois, les Gewerbe peuvent, le Freiberufler peut être Gewerbe, le Freiberufler peut aussi être aussi mis dans le domaine des freelances dès lors qu'il se met à exercer une activité allant dans ce sens, quoi. Donc, voilà à peu près les métiers libéraux qu'on a en Allemagne. La liste est loin d'être exhaustive. Elle est bien plus que ça dans le paragraphe 18. Vraiment, c'est ce qu'on appelle catalogue Beruf, quoi. Donc, on connaît signé. Comme vous le voyez, ce sont les métiers qui nécessitent une formation vraiment académique et que nous connaissons tous, quoi. Donc, voilà tout à fait la liste qu'on trouve dans la loi. Donc, selon la loi, donc, quand quelqu'un dit qu'il est journaliste, tu sais que, OK, il exerce comme un Freiberufler et tout le reste. Donc, la procédure d'enregistrement, donc j'ai souvent, cette question m'a souvent été posée et je discutais cette semaine avec quelqu'un qui était dans ce cas, le Freiberufler, celui qui fait dans le métier libéral, n'a pas la même procédure que celui qui s'enregistre comme Gewerbe. Pourquoi? Parce que celui qui fait dans le métier libéral, c'est un Freiberufliche Tätigkeit, c'est plus facile pour lui. Et il va juste s'enregistrer au niveau des finances pour obtenir un numéro d'impôt qui lui permettra en fait de pouvoir exercer son métier. Et celui qui est Gewerbe angemeldet, tel qu'on le connaît comme les freelancers, les commerçants, les gens qui font dans l'export-import, les gens qui font dans les YouTubeurs, tels qu'on a présenté la liste tout à l'heure, ont deux procédures. Donc, ils doivent d'abord avoir un numéro avoir d'abord un Gewerbeschein, avoir l'autorisation d'exercer d'abord dans ce domaine-là. Et quand ils ont cette autorisation-là, il faut qu'ils aillent s'enregistrer sur Elster, donc le site du Finanzamt, et pouvoir demander maintenant l'autorisation de demander un numéro du Umsatzsteuer ou bien du Umsatzsteuernummer qui va leur permettre de pouvoir exercer. Donc, ils ont une procédure un peu plus longue que celui du Freiberufler qui va un peu plus vite, quoi. Donc, ça a fait ça. Donc, voilà à peu près ça. Après, donc, Gewerbeamt, c'est ce qui concerne les gens qui sont reconnus comme Gewerbe, parce que les Freiberufler ne vont pas au niveau de Gewerbeamt parce qu'ils ne sont pas tenus de payer le Gewerbesteuer. Je ne sais pas comment on dit Gewerbesteuer en français, j'espère que j'aurai les bons noms. J'ai parfois vu, c'était la taxe communale, ou bien il y a différentes définitions, je préfère rester dans le mot Gewerbe. Donc, c'est un peu ça. Donc, lors de l'enregistrement, il est important de définir le statut sur lequel on veut vraiment fonctionner. C'est le type d'entreprise, la structure juridique dans laquelle on veut fonctionner. La SA, c'est la Kapitalgesellschaft. Donc ça, c'est les abréviations en français des différents types d'entreprises qu'on a et les plus récurrents et courants. Donc la SA, c'est les sociétés anonymes, c'est les Kapitalgesellschaft et tout. Et on connaît ce que c'est les sociétés. Si l'objectif dans la création d'entreprise que tu as est d'aller en bourse et tout, il est important de choisir ces structures et c'est une structure normalement trop chère et la plupart de nous ne sont pas dans cette catégorie. Donc la EI, c'est ce qui concerne beaucoup d'entre nous et la plupart même, c'est les entreprises individuelles, ce qu'on appelle ici Einzelunternehmen en Allemagne. Donc toutes les catégories, là, les Freiberufler, les médecins, les commerçants, les vendeurs se retrouvent dans cette catégorie-ci et c'est les Einzelunternehmen de façon générale comme ça. Donc, ce sont les personnes, ce sont les types d'entreprises, des structures en fait qui est liées à la personne de telle enseigne que les risques
ici sont beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont Einzelunternehmen, c'est vrai que la structure de régularisation est simple, il n'y a pas de grosse bureaucratie, c'est beaucoup plus souple, mais au niveau du risque, ils sont beaucoup plus touchés. Pourquoi? Parce que on les considère comme une personne. Quand on dit Einzelunternehmen, c'est une personne naturelle, pas une personne physique, mais qui n'est pas couverte en fait. Donc, ça veut dire que si au niveau de tes créanciers, il y a des grosses dettes qui s'abattent sur l'entreprise, c'est possible d'aller même piocher dans tes biens privés pour pouvoir rembourser aux clients, aux gens à qui tu dois, à l'entreprise. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au niveau de la France, il existe cette forme-ci pour pouvoir cacher, couvrir une partie de son patrimoine lorsqu'on est interné, mais ici, là, c'est à responsabilité limitée. Je pense que l'équivalent de ça ici en Allemagne, c'est la GmbH. La salle, en fait, c'est ce qu'on appelle en Allemagne la GmbH. C'est une entreprise que la plupart connaissent. On a besoin pour cette création d'avoir un minimum de 25 000 euros en nature comme en espèces, mais il faut avoir une cash de 12 500 euros dans un compte pour prétendre pouvoir ouvrir une GmbH qui est l'équivalent de la salle, en fait. Et c'est bien, pourquoi? Parce que pour ceux-là qui veulent s'expandre ou bien créer des trucs un peu partout, en Afrique ou en Allemagne, je ne sais quoi, c'est une structure attractive, mais elle est très chère, la structure, la procédure aussi un peu difficile, mais c'est aussi attractif. Pourquoi? Parce que c'est moins risqué qu'un Einzelunternehmen. Donc, on a un EURL, donc ça, c'est ce qu'on appelle les UG, Unternehmensgesellschaft, c'est la petite sœur des GmbH de la salle. Pourquoi? Parce que ici, là, la particularité, c'est que tu n'as pas besoin de mettre sur pied 25 000 euros d'épargne pour pouvoir, ou de capital pour pouvoir prétendre ouvrir cette entreprise, mais tu ouvres cette entreprise avec 1 euro. 1 euro, mais chaque année, sur le montant du budget que tu gagnes, tu dois mettre 25% de ton revenu, bien comment on appelle, des Gewinn à côté pour pouvoir atteindre plus tard le quota de 25 000 euros. Dès que le quota de 25 000 euros est atteint par les épargnes que tu fais, alors plus tard, selon ton intérêt, tu peux maintenant switcher dans la GmbH. Beaucoup s'enregistrent ici, beaucoup commencent avec la UG pour pouvoir plus tard économiser assez dans leur structure pour pouvoir plus tard entrer dans changer en fait une GmbH. Donc, ça, c'est les formes les plus courantes et tout, celles qu'on connaît le plus. Ça, c'est pour AG, c'est tous les personnes que j'ai échappé, tous et qui sont aussi exposés plus au risque lorsqu'il y a difficulté ou litige au niveau de l'entreprise. Donc, voilà à peu près ce que je racontais là. La AG, les Aktiengesellschaft, vous voyez vous-même, pour la construction de cette entreprise, le nombre de personnes dont on a besoin pour tout type d'entreprise. J'ai parlé tout à l'heure du capital de la GmbH dont on a besoin 50 000 euros. Donc, pour tous ces types d'entreprises-là, il faut un acte notarial. Donc, il faut aller faire signer les contrats au niveau du notaire. Mais pour ce qui est question du Einzelunternehmen, c'est plus simple. On n'a pas besoin de cette procédure-là. Donc, depuis l'année passée, on peut déjà, au niveau en ligne, créer ces structures-là et même à travers certains programmes mis en place, pouvoir même s'entretenir avec les responsables de finances en ligne et avec les partenaires, faire des réunions même en ligne pour pouvoir enregistrer l'entreprise. Mais ça n'enlève pas le fait par la suite chez un notaire pour pouvoir authentifier les documents qu'on a et les contrats d'entreprise qui vont être signés. Donc, lorsqu'on a ces formes d'entreprise, donc les Selbstständige, comme on disait tout à l'heure, c'est les Freiberufler, les entrepreneurs, disons comme ça, les entrepreneurs comme les Einzelunternehmen, dont ils ont ce type d'impôts qu'ils doivent payer, les Einkommensteuer, les Umsatzsteuer. Einkommensteuer, c'est l'impôt sur le revenu. Umsatzsteuer, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, les autres ont aussi ce type d'impôt, mais c'est toujours différent selon ce qu'on aurait choisi. Donc, les Gewerbebetrieb, par exemple, ici, c'est la Umsatzsteuer, ont 3 types d'impôts qu'ils doivent payer, la Gewerbe et le Umsatzsteuer et les Einkommensteuer. Donc, voilà, Freiberufler oder Kleingewerbe. Donc, ça, c'est la petite entreprise. Ne confondez pas avec la règle de la petite entreprise qui est le Kleinunternehmen Regelung. Donc, il y a Kleingewerbe
une kleine Unternehmen Regelung. Donc, c'est la petite Gewerbe, comme on le dit. Donc, cette petite, contrairement à l'autre Gewerbe qui est comme la GmbH et qui nécessite l'inscription au niveau du registre de commerce et toutes les procédures compliquées qu'on connaît, la kleine Gewerbe, c'est une procédure simplifiée qu'on a mise sur pied pour permettre aux gens, en fait, de ne pas entrer dans les trucs compliqués des grosses Gewerbe en prenant cette forme-là. Donc, c'est en fait une Rechtsform. Disons que c'est une mini Rechtsform de la GmbH, mais ils n'ont pas la même structure. Donc, c'est beaucoup plus souple ici. Et tout le monde peut, la plupart des entreprises, des entrepreneurs qui s'enregistrent comme Gewerbe peuvent prétendre à ce Klein Gewerbe ou alors Klein Unternehmen Regelung. Donc, la kleine Unternehmen Regelung, en fait, c'est une règle, c'est une procédure simplifiée qui est proposée aux entrepreneurs pour les permettre, en fait, pour faciliter leur enregistrement ou même la gestion même de leurs affaires, quoi. Donc, la kleine Unternehmen Regelung, tout le monde peut prétendre le faire. Tout type d'entreprise, la GmbH, tous les Kapitalgesellschaften, dès lors qu'ils sont sous cette condition-ci. Donc, si dans la structure qu'on a choisie, peu importe la structure, entre Unternehmen, GmbH ou GI, on remplit ces conditions. Ces conditions, c'est quoi? Ça veut dire que tu as eu un Umsatz l'année passée, l'année précédente, de 22 000, maximum 22 000 euros. Donc, dans ce cas, donc tu peux prétendre à cette Regelung, c'est Klein Unternehmen Regelung. Donc, Klein Unternehmen Regelung, voilà les conditions qui s'imposent. Et l'autre condition aussi qui est cumulative, c'est que tout au long de l'année, il n'y a pas un Umsatz. On ne prétend pas, ou alors comment est-ce qu'on peut dire, voraussichtlich, on ne prévoit pas gagner au-delà de 50 000 euros. Mais de toute façon, quand on regarde les deux règles, si même dès le début de l'entreprise, quelqu'un a commencé cette année et qu'il a fait un Umsatz de 30 000 euros, il a commencé cette année, mais l'année prochaine, on va examiner, on va voir qu'il a dépassé 22 000 euros et il n'entre plus dans le cadre de cette règle et du coup, il est taxé de façon normale, comme tout le monde, il doit payer les Umsatzsteuer. Donc, l'avantage avec ceci, c'est qu'on ne paye pas les Umsatzsteuer. De même que tu ne payes pas les Umsatzsteuer aussi, tu ne peux pas récupérer aussi les Vorsteuer qui te sont imposés lors des différents investissements ou achats que tu fais. Donc, c'est ça, en fait, l'avantage du Klein Unternehmen Regelung. Il y a encore un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu commences ton activité après 6 mois tout au long de cette année, au mois de juillet par exemple, et que tout au long de l'année de juillet en décembre, tu te retrouves à gagner, disons même 20 000 euros comme ça, le truc, la loi dit que le Umsatz doit se calculer et s'étendre tout au long de l'année. On veut considérer tout un an. Donc, on va multiplier le 20 000 que tu as fait par 2. Donc, c'est pour ça qu'on dit, pour pouvoir rester dans l'équilibre et si c'est que tenez à tout prix, rester dans cette règle, la Klein Unternehmen, pour pouvoir rester dans la condition, si quelqu'un a commencé son activité au mois de juin, pour rester dans cette condition, il faut qu'il ait gagné 11 000 euros tout au long de l'année pour pouvoir prétendre à rester dans cette condition de Klein Unternehmen Regelung. Et s'il s'avère que vous ne souhaitez plus pouvoir garder cette règle, vous voulez être taxé normal. Pourquoi? Parce que peut-être que vous faites trop d'investissements et vous voulez aussi, sur la base de ces investissements que vous faites là, pouvoir récupérer les Umsatzsteuer qui vous sont taxés et que vous voulez changer de règlement pour être entreprise normale, alors vous êtes lié pour 5 ans. Vous ne pouvez pas aller commencer et revenir dire je vais encore changer après 2 ans ou 3 ans. Non. Ça, on est lié ici pour 5 ans dès lors qu'on essaye de changer. Mais je sais que la plupart des personnes commencent avec cette règle, Klein Unternehmen Regelung. Donc, l'avantage avec ça, comme j'ai dit, c'est quand on fait ça, on a une activité en parallèle avec ce qu'on a comme Hauptjob. On fait Nebenbei-Teilzeit. Et l'avantage aussi, c'est quand on ne fait pas trop de gros investissements. Parce que faire de gros investissements veut dire qu'on paye les Vorsteuer, sur les factures qu'on a. Sur les factures qu'on reçoit, on paye les ces Vorsteuer qu'on a sur les factures, nos investissements, on peut récupérer ça du financement dès lors qu'on est entrepreneur. Or, en tant que Klein Unternehmen, on ne peut pas récupérer là. Vous voyez, donc c'est ça
l'inconvénient. Donc, on est à klein Unternehmen ou Freiberufler. Il y a la règle qu'on appelle la Ist-Versteuerung. Il y a quelqu'un qui va entrer. Ist- oder Zollversteuerung. Ist-Versteuerung, ça veut dire je suis taxé, je vais de toutes les Einnahmen, tout ce que j'ai comme revenu tout au long de l'année en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui est, j'ai émis des factures, c'est ce que les clients m'ont payé que je vais pouvoir taxer. Donc, si j'ai émis une facture il y a de cela 6 mois et que les clients ne m'ont pas encore payé, alors je ne peux pas, alors les clients ne m'ont pas encore payé, je ne peux pas mettre ça dans ma comptabilité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore taxé cet argent sous ma main pour pouvoir déclarer. Donc, ça, c'est l'avantage des Freiberufler, ça, c'est l'avantage des Kleingewerbe, par exemple. Et maintenant, c'est quand tu as émis une facture, même si tu n'as pas reçu l'argent déjà dans ton compte payé, ou bien tu n'as pas encore payé, tu vas déclarer cela dans ta comptabilité, même si tu n'as pas encore perçu de l'argent. Donc, ça, c'est l'avantage, ça, c'est l'inconvénient ou avantage, entre guillemets, des autres types d'entreprises un peu plus complexes comme les GmbH et autres. Donc, c'est ça. Donc, à ce niveau-ci, je vous laisse la possibilité de poser quelques questions. Après, on va continuer avec la comptabilité et la TVA des entrepreneurs. Donc, je prendrai volontiers 3 questions ici et après, on va continuer. Oui. Pas de questions? Ah, super. Non, moi, j'ai une petite question. Par rapport au régime d'imposition, lorsque tu ne fais pas de gains, mais plutôt les pertes, et que tu as un Kleingewerbe, comment ça se passe? Est-ce que le Finanzamt te rembourse les pertes ou alors on considère que tu as juste fait des pertes et que c'est en quelque sorte tant pis pour toi? Merci pour la question, Igor. Lorsque tu fais des pertes, le Finanzamt ne te rembourse pas. Le Finanzamt, ce qu'il te rembourse, c'est ton Vorsteuer. En fait, les pertes que tu fais, tu peux le projeter à l'année prochaine pour pouvoir calculer avec Verrechnen, avec tes entrées de l'année qui vient. Donc, tu prends ça s'appelle le Verlustvortrag. Donc, je transfère ces pertes-là à l'année fiscale qui viendra. Donc, si l'année prochaine, j'ai fait une perte de 1 000 € cette année et que l'année prochaine, j'ai fait un OMSA de 10 000 €, des 10 000 € là, j'ai déduit les 1 000 € de perte que j'ai eu cette année et je déduis et je peux être taxé sur 9 000 € au lieu de 1 000 €, par exemple. C'est ce à quoi servent les pertes en entreprise, en entrepreneuriat. Ah, d'accord. OK, merci beaucoup. Merci. Oui, d'accord. C'est bon, les autres? On peut continuer? Moi, j'ai une question. D'accord. Bonjour tout d'abord, moi c'est Amel Tchatchou. Enchanté, Amel. Enchanté, Anne-Marie. Vraiment, merci pour l'invitation et pour tout ce que tu fais. Ma question maintenant, c'est par rapport au dernier point. Il s'agissait du Ist-Versteuerung et du Zollversteuerung. Je n'ai pas bien compris. J'aimerais savoir qui est contraint à faire dans le Ist-Versteuerung et le Zollversteuerung. Le Ist-Versteuerung, c'est l'avantage, comme je dis, des entrepreneurs, des Kleingewerbe, des gens qui n'ont pas des grosses entreprises. Si je n'ai pas dans un revenu tellement élevé, comme j'ai dit, comment est-ce que je n'arrive pas à revenir? Oh, OK, voilà. Donc, c'est l'avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, des Freiberufler et même de vous, peut-être que tu es Einzelunternehmen, n'est-ce pas? Oui. Oui, justement, c'est aussi ton avantage à toi. Pourquoi? L'idée derrière, c'est de protéger ceux-là qui ont des petites entreprises et pour pouvoir leur permettre d'être liquides, en fait. C'est pouvoir les aider à rester liquides dans leurs affaires. C'est pour ça qu'il est important. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette règle-là. Disons que c'est une règle comme ça. Et même les clients Unternehmen bénéficient de ceci et tous les commerçants, là, même les gens qui sont en ligne dans les freelancers, les influenceurs, les youtubeurs, qui sont les Kleingewerbe, bien sûr, et qui n'ont pas un revenu tellement élevé, peuvent profiter de cette règle-ci du Ist-Versteuerung, quoi. Donc, les Zollversteuerung, franchement, c'est pour les KG, les GmbH, les gens qui gagnent suffisamment gros. Voilà. Merci. Pas de quoi, Amel. Anne-Marie, j'ai une question. Je ne sais pas, je n'ai pas très bien cerné quelle était la différence entre le Kleingewerbe
Pour le client entertainment. Je ne sais pas si tu peux revenir là-dessus. D'accord, pas de problème. Merci. Voilà même la différence. Donc, Kleingewerbe, c'est une forme juridique. Donc, c'est une forme juridique. Le Kleinunternehmen, c'est une règle. Ce n'est pas un type d'entreprise ou une forme. Donc, Kleinunternehmen-Regelung, tout le monde peut l'utiliser. Donc, toi-même qui es Kleingewerbe, là, tu peux profiter du Kleinunternehmen-Regelung. Celui qui est Freiberufler profite de ces règles. Celui qui est GmbH profite de cette règle-là. C'est juste une règle. Tu vois, c'est juste disons même que c'est un avantage fiscal qui permet pour faciliter la tâche à ceux-là qui veulent se lancer et même encourager d'autres à se lancer en entrepreneuriat en Allemagne, quoi. Donc, c'est juste une règle, Regelung, comme ça se dit. Ok. D'accord. Bon, ce n'est pas une Rechtsform, mais c'est plutôt une... okay. Pardon? Ce n'est pas une Rechtsform. Non, ce n'est pas une Rechtsform. Ce n'est pas une Rechtsform. Okay. Oui, comme c'est écrit ici, tu vois, Kleingewerbe, c'est une Rechtsform. Et ça, là, ce n'est pas une Rechtsform, c'est juste une règle pour faciliter, de procédure, pas de quoi. Bon, on a appris nos trois questions. S'il te plaît. Dernière question. Les autres, s'il y a une personne qui a encore une question, prière d'écrit. Oui, ce n'est pas une question. Je voulais juste que tu essaies un peu plus d'être explicite sur le Umsatz de 22 000 € et 50 000 € dans les Kleinunternehmen. Ah, Kleinunternehmen, c'est ici, c'est ça? OK. Oui. Donc, je n'ai pas bien compris ce slide. D'accord. Dès lors que tu exerces une activité entrepreneuriale en Allemagne et tout, cette règle-ci, j'espère que tu as compris, Kleinunternehmen-Regelung, c'est juste pour te faciliter la procédure. En fait, si tu remplis ces conditions-ci, la condition, c'est quoi? C'est que tu es gagné, tu as ou un Umsatz. J'essaie souvent de traduire les mots là en français, c'est ça qui est compliqué. Je vais prendre juste ces mots et les mettre dans les phrases. Donc, le Umsatz im Vorjahr, ça veut dire l'année passée, l'année précédente, donc en 2020. Si tu as commencé par exemple ton activité l'année passée et nous nous trouvons en 2022, janvier 2022. Si en début de janvier 2022, on constate que tu as gagné moins de 22 000 € et tout, tu es moins de 22 000 €, alors tu es Kleinunternehmen. Si c'est ça ton souhait, parce que ce n'est pas tout le monde qui choisit cette règle-là, dès lors qu'il est dans l'entrepreneuriat et tout, cette règle est cumulative. Alors, si en début d'année 2022, par exemple, tu te dis, OK, tel que je vois mes activités, je sens que d'ici fin d'année, je vais gagner plus de 50 000 € et que tu signales au niveau de finance que tiens, d'après mes prévisions, je vais gagner plus de 50 000 ou 50 000 €, plus de 50 000 € cette année. Je veux qu'on change, je ne peux pas, là, tu ne peux pas être Kleinunternehmen-Regelung, par exemple. Donc, et si tu as commencé une activité cette année, début janvier, par exemple, c'est clair que tu ne peux pas encore clairement définir. Bon, il y a les super gagnants qui peuvent dire je gagne 100 000 € dès que j'ai commencé et tout. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas parler de Vorjahr dès lors que tu as commencé cette année, par exemple. Ça n'existe pas. On va parler de Vorjahr à partir de l'année prochaine. Donc, ça, c'est la condition vraiment sine qua non. C'est l'une des meilleures conditions sur lesquelles il faut se baser. Il faut regarder, j'ai travaillé l'année passée, j'ai eu les Umsatz l'année passée. Est-ce que j'ai dépassé le 22 000 €? Si j'ai dépassé le 22 000 €, je ne peux plus bénéficier de cette règle du Kleinunternehmen-Regelung. Mais si je suis en dessous de ça, alors je peux toujours rester dans cette règle-là. Parce que l'avantage de cette règle, c'est que je ne paye pas des impôts et j'ai une procédure très simplifiée au niveau de la fiscalité. Alors, s'il s'avère que je ne remplis plus ces conditions-ci-là, je vais être normal Unternehmen. Donc, on va me booster dans normal et pour cela, comme je change, je suis lié pour 5 ans. Alors, tout à l'heure, j'ai aussi expliqué que pour ça, là, c'est une règle qui est valable de janvier en décembre. Il y a ce truc-là qu'on appelle, en fait, si tu as commencé, par exemple, ton activité en juillet, comme je disais tout à l'heure, 1er juillet, jusqu'en fin décembre, et que tu as gagné, disons, 15 000 € par exemple. Alors, tu vas peut-être te dire que non, je suis toujours dans la règle, je n'ai pas dépassé le 22 000. En fait, tu as dépassé le 22 000. Pourquoi? Parce que ça s'étend sur un an. On va prendre le 15 000, on va multiplier par 2 parce que tu es en moitié de l'année. Pareil pour quelqu'un qui commence au mois de
de mars, par exemple. Donc, on va faire le calcul de telle enseigne sur la base de ce que tu as gagné et qui peut-être te maintient en dessous du plan de ce 22 000. Pourquoi? Parce que ça s'étend sur un an là. Donc, et juste faire attention pour ceux qui veulent rester dans cette règle de plan interne, pour continuer à profiter des avantages liés à ce plan interne et même règle ou quoi. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il a répondu à ta question. Merci. D'accord. Donc, n'hésite pas après de te signaler. Donc, c'est bon. Voilà, on va parler de la... Pardon? Je vais dire tout compris. Le maximum pour le plan interne par an, c'est 50 000 euros, c'est ça? Le 50 000 euros, c'est la condition cumulative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au début de l'année, donc il y a cette condition-là de 22 000 l'année passée, si tu n'as pas fait le 22 000 et qu'en début janvier, tu estimes que je vais gagner plus de 50 000 euros cette année et que tu signales aussi au niveau des finances, alors tu n'es plus client, tu changes de... comment on dit, je ne peux pas dire structure, sinon les gens vont commencer à dire que Client Entertainment, c'est une structure. En fait, ce n'est pas le cas. Alors, tu payes l'avantage de ces règles. Tu n'es plus Client Entertainment, disons comme ça. Tu vois, c'est juste une prévision foros, donc je prévois cette année gagner. Donc, c'est les deux conditions cumulatives, quoi. Ok, merci. D'accord, pas d'accord. Donc, comment on fait sa comptabilité lorsqu'on est entrepreneur? Donc, pour la plupart d'entre nous, je me suis juste limitée à ce qui nous concerne tous en tant qu'Ansel Unternehmen. Donc, la plupart d'entre nous sont Ansel Unternehmen ou Freiberufler. Donc, ils ont la forme la plus simplifiée. Freiberufler, Klein Unternehmen. Donc, c'est ce qu'on la plupart d'entre nous font. Donc, on a une forme simplifiée de comptabilité qu'on appelle Einnahmeüberschussrechnung. Donc, c'est la forme la plus simplifiée. Les autres Gewerbetreibende, comme les GmbH, les UG dont on parlait tout à l'heure avec les KG, ils doivent faire le système de bilanzierung, donc Doppelbuchhaltung un peu plus complexe, donc, et s'enregistrer au registre du commerce. Donc, mais quelqu'un peut même être dans la GmbH et tout le reste. Gewerbetreibende, dès lors qu'il ne dépasse pas 600 000 euros de Umsatz par an ou alors le Gewinn de 60 000 par an, il n'est pas tenu de faire du Buchhaltung, Buchführung, donc bilanzierung. C'est un truc un peu plus complexe, quoi. Donc, ça, c'est les conditions. Mais pour nous, en tant que Kleingewerbe, Freiberufler, les freelancers, les YouTubers, je ne sais pas quels sont tous les métiers qu'on a parmi nous. Ce qui est valable pour nous, c'est le Einnahmeüberschussrechnung. Donc, le Einnahmeüberschussrechnung se présente à peu près comme ceci. Chacun a une différente manière de présenter ça. C'est juste faire son Einnahme, faire la somme de tous ces Einnahme par an ou par mois, déduire les dépenses qu'on a. Et puis, et voilà le Gewinn qui serait. Donc, c'est une procédure très, très, très simplifiée, quoi. Essayer de préciser les Umsatzsteuer, les 7%, 19% et tout. Donc, c'est la procédure la plus simplifiée pour nous. Donc, comment est-ce qu'on fait on écrit un Rechnung richtig? Ça dépend maintenant si tu es Kleingewerbe ou si tu es Kleinunternehmen ou si tu as des clients au niveau de l'étranger ou pas. Donc, voilà à peu près ce à quoi ressemble la facture. Donc, il y a des petites phrases, des petites formulations qu'on peut écrire à la fin de chaque facturation, selon le cas. Si on a, par exemple, un client dans le Inlandkunde, comme on le dit souvent, on peut, les expressions qu'on met souvent, c'est comme on voit ici, c'est 19%, mais il y a des factures qu'on doit faire à 0%. Pourquoi? Parce que pour les cas des personnes qui sont à l'étranger. Donc, celle-ci a du mal à se connecter. Les cas des personnes qui sont à l'étranger, par exemple, il y a des choses qui sont très importantes à mettre dans les factures, comme les Umsatzsteuer de l'entreprise avec bien du client, de l'entreprise avec qui tu es en contact à l'extérieur et à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, on va voir ça plus tard avec la TVA à l'extérieur, on n'est pas tenu de payer les impôts dès lors qu'on est celui-là qui émet les factures. Donc, c'est un peu ça. Et même ceux qui sont Schweiz, veut dire en fiscalité, on a deux types de relations. Il y a les gens qui sont dans l'Union européenne qui sont appelés Inländer. Il y a les gens, tous les pays ou tes clients qui sont hors de l'Union européenne sont appelés Drittländer.
Donc, même les États-Unis, la Suisse et tout le reste sont les personnes de la Greenland. Ça, c'est le terme fiscal. Et là, les factures sont faites autrement. On verra ça un peu plus par la suite. Voilà pour quelqu'un qui est Klein Unternehmen. Comme on a dit, on ne pas quand on est Klein Unternehmen. Et c'est important de préciser à la fin de la facture ici, voilà, pour quelqu'un qui est Klein Unternehmen, il est important qu'il écrive ça dans sa facture pour précision. Pourquoi? Parce que ça rend la facturation nulle et ça peut vous créer des problèmes plus tard au niveau des finances. C'est important. Et vous voyez, la facture est sans Umsatzsteuer. Donc, je vais essayer de mettre... Voilà. Donc, il n'y a pas, vous voyez, c'est net. Donc, c'est une facture nette. Pourquoi? Parce qu'on ne paye pas les impôts, c'est Umsatzsteuerfrei. Et puis, voici une facture générale, telle que pour quelqu'un qui vit en Allemagne et qui a son client, je ne sais où. Donc, ici, là, c'est beaucoup plus quelqu'un qui a un client à l'extérieur. Je n'ai pas pris pour celui qui a un client en Allemagne. Donc, ça, c'est un client qui n'a pas une activité pour lequel, donc, qui vend kostenlos. Mais normalement, pour quelqu'un qui est en Allemagne, une entreprise qui est en Allemagne avec un partenaire, si tu as fait une prestation pour quelqu'un, tu déduis les impôts à ce niveau. Donc, on n'a pas mis les chiffres. Donc, à ce niveau-ci, Umsatzsteuer est payé et le Gesam ici, c'est le brutto. Il s'est bien de préciser jusqu'à quand la personne doit payer cette facture. Donc, tous ceci sont des points très, très importants pour la facturation, parce qu'une mauvaise facturation peut entraîner des gros problèmes au niveau de finances. Donc, c'est vraiment important d'avoir toutes ces règles-ci. Donc, Umsatzsteuer ID, l'adresse de ton partenaire, de ton fournisseur, de Kundennummer, c'est très, très important, vraiment. Donc, quelles sont les dépenses alors déductibles en tant qu'entrepreneur? On en a tellement. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent ça, les livraisons, les amortissements du matériel, c'est ce qu'on appelle Abschreibung. Si j'ai acheté une voiture à 15 000 €, je ne peux pas mettre les coûts là en un an, par exemple. C'est impossible. Ce que je vais prendre 15 000 € divisé par 6, je crois, 6 ou 3. C'est ce qu'on appelle valeur dépréciative. Donc, chaque année, si je divise 15 000 € par 5, j'ai 3 000 € que je dois mettre comme dépense pour cette voiture-là jusqu'à la fin. Donc, les salaires peut-être des employés, quand tu es entrepreneur, par exemple, et que tu vois que tu gagnes peut-être de plus en plus mieux, tu peux embaucher un membre de ta famille, par exemple, pour que l'argent reste en famille. En général, les couples le font, l'argent reste. Le mari, par exemple, embauche madame et madame reçoit le salaire de son époux et ça fait que l'argent reste dans le compte. Ça te permet de déduire ça te permet de déduire les impôts un peu plus moins que d'habitude. Donc, on a ce qu'on appelle les bureaux matériels, les frais comptables, les loyers. Donc, les loyers des bureaux, par exemple, si on a des bureaux dans la ville, on peut déduire les loyers et les Nebenkosten de ça. Si on a une pièce dans la maison qui nous sert de bureau aussi, on peut déduire le nécessaire. Donc, dès qu'on a une pièce dans la maison qui nous sert de bureau, on doit aussi prendre en compte l'électricité et les Nebenkosten qui vont avec. Donc, il y a les frais de publicité. Par exemple, si on va sur Facebook, on met les publicités, on poste tout ce nos présentations et tout le reste. C'est un frais aussi entrepreneurial qu'on peut tenir en compte. Donc, on a beaucoup d'autres choses qu'on peut vraiment... Donc, il y a sur ce point-là des charges déductibles aussi. Il y a cette stratégie-là qu'on appelle investition Abzugbetrag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prévois d'ici 3 ans, donc je pense que ce n'est pas trop étendu sur la durée, 3 ans ou 4 ans maximum, je veux enrichir mon bureau ou alors je veux acheter peut-être un ordinateur à la hauteur de 5 000 €, disons comme ça. J'ai la possibilité, je me fixe un deadline de 3 ans. Alors, je vais signaler au niveau de finances que, OK, je veux acheter un ordinateur d'ici 5 ans. Pour cela, j'ai besoin de 2 500 €. Pourquoi? Parce que c'est 50% de tes prévisions, pour ce matériel-là que tu vas mettre à côté. Alors, quand tu as le revenu de ton entreprise, sur le revenu de ton entreprise, tu prélèves chaque année un certain montant, tu mets à côté pour pouvoir acheter ce bien d'entreprise-là qui est nécessaire pour travailler. Donc, la condition, c'est que donc, maximum pour quelqu'un qui gagne, il faut que l'entreprise il faut être dans cette condition. Je pense qu'il faut qu'une entreprise gagne maximum 200 000 € par an
pour pouvoir prétendre mettre de côté cette somme, investition absorbétrable. Donc, je pense que la plupart d'entre nous sont dedans. Donc, c'est la limite qu'on a mis pour cela. Une entreprise qui gagne maximum 200 000 par an peut prétendre à cette facilité-là. Donc, on peut aussi avoir plusieurs prévisions. Donc, ça veut dire que tu peux prévoir non pas seulement acheter l'ordinateur, mais les chaises de bureau ou autre chose de matériel. Mais pourvu que ça soit dans une limite de 3 ans où 50% des coûts doivent être préparés pour cela, quoi. Donc, on a aussi des choses qui sont déductibles lorsqu'on est entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les retraites. Je me dis que d'avoir un revenu de 40 000 et de pouvoir se faire imposer en tant qu'Ansel à la dimension de son revenu, je pense qu'on va imposer maximum, comme je sais pas moi, 32%, 60%, donc 3 200. Autant mieux prendre une retraite privée et verser cet argent-là, verser une partie de cet argent là-bas. Par exemple, ce qu'on appelle le Ruruberent, tu peux faire déduire 100% de ton capital, 100% de ce que tu as mis à côté dans tes revenus, déduis 100% de ce que tu as mis comme revenu fiscal, par exemple, quoi. Donc, ce sont les retraites privées qui sont aussi bien pour toi, au lieu de se faire imposer trop cher. Firmenwagen, comment est-ce que ça se passe? On a 3 possibilités lorsqu'on a une voiture d'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on sait que c'est une voiture d'entreprise? Si la voiture est utilisée à 10% seulement dans le cadre de l'entreprise, on va juste tenir compte des kilométrages que tu utilises dans le cadre de tes activités, quoi. Or, si la voiture est comprise, si l'utilisation dans l'entreprise de cette voiture est compris entre 10 et 50%, tu as le choix tu as le choix de définir si cette voiture, je l'utilise dans le cadre privé ou alors c'est une voiture de l'entreprise. Il faut préciser clairement pour que Finansam soit au courant. Est-ce que c'est une voiture privée ou est-ce que c'est une voiture de l'entreprise? Si l'utilisation est comprise dans le 10 et 50%. Maintenant, si l'utilisation est au-dessus de 50%, alors c'est une voiture, c'est un bien de l'entreprise à 100%. Toutes les dépenses, toutes les charges irrelatives sont aussi prises en considération comme dépenses. Et il y a différents types de déductions qu'il faut connaître. Il y a ce qu'on appelle le Fahrtenbuch, le Einprozenregelung. Pourquoi? Parce que Finansam sait que lorsqu'on a une voiture, on ne peut pas prétendre que cette voiture est utilisée à 100% dans le cadre de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les Privatfahrten. Donc, cette procédure de Fahrtenbuch et Einprozenregelung, c'est pour permettre à Finansam de séparer l'utilisation privée de l'utilisation de l'entreprise, en fait. Donc, ce sont des procédures un peu complexes, parfois difficiles à déterminer. C'est pour ça qu'il faut, ça demande beaucoup pour pouvoir le faire. Donc, voilà à peu près à quoi ressemblent ces méthodes ici. La plupart utilisent ce qu'on appelle le Fahrtenbuch méthode. C'est beaucoup plus facile. Voilà ce qu'il faut tenir compte lorsqu'on fait une liste Excel pour pouvoir faire ce qu'on appelle le Fahrtenbuch. Donc, c'est tenir tout un livre avec tous les renseignements possibles. Donc, voilà à quoi ça ressemble. La date de départ ou la date d'arrêt, vous voyez à peu près, je suis quitté de telle heure, j'ai quitté la maison, je me suis rendu la route et tout ça, le client chez lequel on va, l'objectif, pourquoi est-ce que je vais chez le client, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas, le stand de ton kilométrage. Donc, il faut regarder quand j'ai démarré ma voiture avec quel kilométrage stand et quand je reviens de chez le client, ma voiture avec quel kilométrage stand. Vous voyez que c'est un peu beaucoup plus complexe, mais j'ai les gens qui font ça tout le temps. C'est important de le faire, comme dit, lorsque on prétend que la voiture est un bien de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le Fahrtenbuch. Donc, voilà les avantages et les inconvénients vraiment. Donc, de ce qu'on dit le Fahrtenbuch, le hors-vente est aux questions de documentation. Finansam est très exigeant quant à ces méthodes-là parce qu'il ne veut pas que l'utilisation privée soit imposée à l'entreprise, par exemple. Il ne veut pas ça. Donc, il veut vraiment se rassurer que lorsque tu dis que tu as utilisé la voiture dans le cadre de l'entreprise et fait des déductions, que ça concerne vraiment l'entreprise. C'est pour ça que ces méthodes-là ont été mises sur place. Donc, voilà à quoi ressemble le pauschal mode. Donc, voilà comment on tient compte du privat nutzung. Donc, dans le cadre du Fahrtenbuch, comme tu mets
comme on a calculé tout à l'heure, ce qu'on calcule en fait, c'est nos sorties dans le cadre de l'entreprise. Et ce qui fait que par rapport au kilométrage qu'on donne et le stand de notre voiture de janvier jusqu'en décembre, le financement va pouvoir déduire en fait, OK, quel est le Privatnutzung par rapport à tout ce que la personne a dit. Ici, par exemple, chaque mois, dans le Pauschal méthode, on calcule aussi le Privatnutzung d'une certaine façon chaque mois. Pas besoin de faire comme de l'autre côté. C'est aussi une autre méthode qui n'est pas aussi facile à calculer, mais qui demande beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher et essayer de trouver des personnes qui vous aident dans ces processus-là. Donc, je ne sais pas si à ce niveau, je peux prendre volontiers 2 questions avant qu'on ne parle de la TVA. Bonjour à tout le monde. Bonjour Anne-Marie. Par rapport au Fahrtenbuch, ça veut dire que tout déplacement doit être noté dans le cahier, c'est ça? Oui, tous tes déplacements dans le cadre de ton entreprise. Si tu as des clients, par exemple, à Francfort, et que tu vis de ce côté comme nous, et que tu vas rendre visite à ce client-là, tu dois rencontrer ce client-là pour un objectif du business, par exemple, tu dois noter à quelle heure tu quittes la maison. Quand tu quittais la maison, à quelle heure tu as quitté la maison, quel était le kilométrage temps de ta voiture à ce moment-là. Quand tu vas chez le client, tu as fini ce que tu avais à faire, tu quittes, tu reviens, tu dois aussi noter dès que tu arrives à la maison le kilométrage temps de ta voiture. Si en quittant chez le client, tu es encore allé quelque part, il faut aussi noter. Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire. Oui. Mais en cela, ça veut dire quoi? Que c'est seulement dans le cadre du boulot? Parce que quand je regarde en bas, là, il y a privat. Ça veut dire que si, par exemple, dans la semaine, je vais à mon boulot, je vais, par exemple, en ville, je ne sais pas quoi, je ne suis pas obligée d'écrire ou bien je devrais aussi également écrire? Tu n'es pas obligée d'écrire. Pourquoi? Parce que quand tu mets déjà le kilométrage temps à chaque fois que tu sors par mois, tout le temps, tous les jours, c'est ça que tu comptabilises et qu'on met dans ta comptabilité, par exemple. Maintenant, Financeum, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le kilométrage temps général que tu avais sur ta voiture depuis janvier jusqu'en décembre et déduire tous les kilomètres temps de ton entreprise qui là présent. Et ce qui est déduit là et ce qui reste, on considère ça que c'est le privat fat. D'accord. En fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Autre question? Oui, bonjour Anne-Marie. Bonjour à tous. Bonjour, coach. Merci pour ce brillant exposé. Je suis vraiment instruite. Je voulais savoir, quand tu as un Klein Unternehmen, est-ce que tu peux te payer chaque mois? Est-ce que ça compte comme Ausgabe pour un salarié ou alors tu es obligé toujours d'attendre ton Gewinn à la fin de l'année pour profiter? Tu demandes si tu peux te payer chaque mois, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux te payer chaque mois sur les Gewinn que tu fais? Normalement, en tant que tu es Einzelunternehmen, n'est-ce pas? En tant que Einzelunternehmen, c'est comme l'argent t'appartient. C'est comme tu es en train de faire un job quelque part, on te paye brutto. Tu n'étais pas là au début quand je parlais des types d'entreprises. Quand tu es Einzelunternehmen, ça veut dire que... Oui, donc l'argent que tu gagnes là, c'est vrai que c'est l'argent de l'entreprise, mais en même temps aussi, c'est dans ta poche en fait. Donc, oui, c'est ton Gewinn, non? Oui, on ne contrôle pas si tu as sorti l'argent ou pas. À la fin d'année, ce que Financeum veut, c'est que tu lui donnes sa part d'impôt, c'est tout. C'est ce que tu as gagné. Oui. Mais tu ne peux pas te payer toi. Tu ne peux pas te payer toi parce que tu n'es pas dans une structure qui te permet de te payer. La structure qui te permet de te payer, c'est la structure GmbH, Capital Gesellschaft, par exemple. Là, tu peux avoir ce qu'on appelle le Gesellschaft Führergeral. Et tu fais un contrat avec ton entreprise, puisque dans ce type de structure-là, tu ne peux pas sortir l'argent du compte de l'entreprise n'importe comment. Wow. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fin de compte, que si je prends quelque chose de l'argent que j'ai, que je reçois chaque mois en tant que Klein Unternehmen, si je prends donc quelque chose pour consommer, et qu'à la fin de l'année, je fais mon bilan, je compte ça quoi? Comme Ausgabe
ou alors je n'inclus pas ça dedans. Et je sais que, OK, le Gevin qui est resté, l'État va prendre sa part de Stoya sur ça et ce que j'aurais consommé était dedans. Je suis vraiment confrontée à cette question-là. Voici ce qui se passe. Tu as ton Einnahme, tout ce que tes clients te payent, par exemple, tu as ça. Tu as tes Ausgaben. Si tu as pris l'argent, tu as consommé dans le cadre privé, tu ne peux pas déduire ça sur ta comptabilité. OK. Si dans ce Ausgaben-là, tu as utilisé le téléphone, tu as payé un coach pour pouvoir t'aider à avancer dans ton entreprise, ce sont tes Ausgaben. Mais si tu es parti à Lidl, tu as fait tes achats de 100 000 € et tout, finalement, ça ne compte pas sur tes Ausgaben, bien sûr. Tu ne peux pas déduire ça ici, même si c'est que tu n'as plus d'argent. Tu vois? Maintenant, ce qu'on appelle Gevin, c'est ce qu'il reste. Donc, comme tu n'as pas déduit peut-être ton Ausgaben de 10 000 € de Lidl et que tu as peut-être fait un 20 000 € de Umsatz, tu vas déduire ce que tu as déduit. Le reste ici, c'est les Gevin. Et c'est ça, c'est la marge sur laquelle l'impôt est taxé. C'est après avoir fait tous ces Ausgaben on peut maintenant déduire les impôts. On dit des impôts sur les Gevin. C'est pour ça que les Ausgaben qu'on a de gauche à droite, c'est pour pouvoir réduire au maximum les Einnahmen qu'on a, les revenus qu'on reçoit de par notre activité entrepreneuriale. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Voilà, juste de ma part, pour dire que je suis vraiment séduit de la façon dont tu as répondu à la question précédente avec beaucoup de brio. Merci beaucoup. Merci aussi, Igor. OK, pas de questions sur la comptabilité, facturation. OK, good. Donc, tout le monde ou pas? Wow, on a des grands entrepreneurs ici. Super. Donc, c'est ça, les investitions, c'est Rücklage, Firmenwagen. Parfait. Voilà. On va parler un peu de la TVA. Je crois que j'ai encore une autre question. Tu m'excuses. D'accord. Quand tu as parlé encore des investitions, je suis revenue. Oui, justement. Okay. Ça m'a fait me rappeler à un autre problème auquel j'ai été confrontée. Maintenant, si tu veux einlegen, par exemple, tu veux payer avec l'argent que tu te fais, tu veux payer peut-être les actions d'une entreprise. OK? Tu comptes ça comme investition ou tu comptes ça comme Ausgaben parce que c'est ce que tu as expliqué, c'était par exemple si tu veux avoir un bien que tu vas utiliser pour l'entreprise. Peut-être je veux m'acheter un nouvel ordinateur pour l'entreprise, je peux prévoir ça comme ça. Maintenant, si je veux prévoir investir les Gevin de l'entreprise pour peut-être plus tard entrer dans le cadre peut-être d'un GmbH, mais je veux faire moi, mais je ne veux pas passer par un UG. Alors, est-ce que je compte ça, les actions que je vais prendre peut-être dans Coca-Cola, supposons, je compte ça comme mes Ausgaben ou je laisse toujours comme dans mon Gevin? Non, tu ne peux pas prendre ça comme Ausgaben. D'autant plus que dans ce truc-là, tu es en train d'investir. Ça sera un autre business que tu es encore en train de faire et que tu vas taxer maintenant autrement. Tu vois? Tu es en train de prendre l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle Privateinnahme. Tu vas dans l'entreprise, tu prends l'argent de façon private et tu pars pour gérer autre activité avec ça. C'est ce qu'on appelle Privateinnahme. Et ça, tu ne peux pas déduire, en fait. Mais si j'ouvre un compte d'investissement avec le nom de l'entreprise. Un compte d'investissement avec le nom de l'entreprise. Oui. Ben, il faut déclarer ça. Là, tu es en train d'exercer deux activités parce qu'en ouvrant, en allant chez Finance, ça me dit que voici mon activité que je vais exercer en tant que client Unternehmen. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit qu'à côté de ça aussi, tu veux pouvoir faire du trading ou alors acheter des actions dans les entreprises? Ça, c'est aussi un autre type d'entreprise et de business qu'il faut signaler. Tu vois, là, c'est deux choses différentes. Il faut toujours rester dans le cadre que vous avez défini au niveau de Finance, quoi. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas un Ausgaben. OK, merci. Pas de quoi. Je ne sais pas si le lien YouTube sera mis à disposition. Ah, quelqu'un a demandé s'il y aura l'enregistrement. OK, on va faire comme la dernière fois. Pour ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp et puis dans nos réseaux sociaux, on va leur communiquer le lien de l'enregistrement. Donc, il y a l'enregistrement qui suit son cours. On va vous envoyer les vidéos pour ceux qui nous suivent dans nos groupes, dans nos différents groupes sociaux.
Coach Myriam. Très bien, merci. Myriam, c'est ma coach, c'est elle qui coach les gens elle fait du coaching, des vidéos, comment utiliser les réseaux sociaux et tout le reste. Et puis, bon, je suis son élève et je pratique bien ce qu'elle m'a enseigné. Je serais très contente de voir la vidéo. D'accord, on va parler un peu de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, donc ce qu'on appelle les Umsatzsteuer. Donc, voilà, on a deux cas de figure ici. On a ce qu'on appelle la Vorsteuer. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai essayé de trouver le mot correct. Je pense que j'ai noté quelque part, mais j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Mais nous, on est tous, on se comprend ici. Ça, c'est la taxe qui m'est déduite lorsque je fais les achats. Donc, lorsque moi, je suis client, quelque part, vous avez constaté vous-même, lorsque vous achetez quelque chose à Amazon, on vous taxe. Vous avez une facture avec la Umsatzsteuer. C'est en tant qu'entrepreneur, lorsque vous êtes en tant qu'entrepreneur, lorsque vous êtes face à cette situation, le 19%, ce n'est pas valable pour les clients Unternehmen regelungen parce qu'eux, ils ne payent pas les Umsatzsteuer. Ça, c'est le cas des personnes qui sont dans la règle normale. Donc, dans la règle normale, les gens qui payent, les entreprises qui payent les Umsatzsteuer parmi nous ou ailleurs, l'entreprise qui contracte, qui fait les achats. Donc, si tu as fait des investissements, on t'a sûrement imposé le nombre de 19% ou 7% de Vorsteuer. Ce Vorsteuer-là, tu peux déclarer ça et récupérer ça du financement. Maintenant, si toi, tu as un client, tu dois facturer une prestation ou quelque chose que tu as vendu selon le métier que tu fais, et tu dois pouvoir mettre aussi dans ta facture le 19% là. Et le 19% que le client te verse, tu dois donner ça appartient à Financement. Tu vois? Donc, d'un côté, tu reçois du ministère des Finances le 19% qui est compris dans tes factures d'achat. Et de l'autre côté, tu dois remettre au niveau de Financement les 19% que tu as imposé à un de tes clients. Tu vois? C'est la somme des deux chaque mois avec qui constitue ce qu'on appelle les Vorsteuer Umsatzsteuer Voranmeldung. C'est de ça dont on parle. Donc, ce n'est que la différence entre les Vorsteuer et les Umsatzsteuer. Si en fin du mois, il s'avère que tu as fait plus de dépenses que ce que tu as émis tes factures, alors à la fin du mois, selon les Abrechnung des deux, Finanzamt doit te rembourser de l'argent. Donc, c'est ça, en gros, ce que cela veut dire. Donc, on a les principaux TVA. Je me suis un peu amusée à regarder combien ça coûte en France. Je me suis rendu compte que, waouh, la TVA coûte plus cher en France qu'ici chez nous. Donc, on a en Allemagne 7%, 19%, comme vous connaissez tous. On a 7% pour les produits alimentaires, les journaux, les livres et bien d'autres choses, quoi. Donc, voilà. Qu'en est-il des prestations de services à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe quand au niveau de la France, par exemple, ou bien au niveau du Cameroun, je livre ma marchandise et tout, et comment est-ce que ça se passe avec la TVA et tout le reste? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'étranger, il y a ce qu'on appelle l'autoliquidation. L'autoliquidation, c'est quoi? Voici comment on a ce que j'expliquais tout à l'heure comme procédure. Nous voici ici, peut-être voici ce couple qui a cette entreprise en Allemagne, voici la procédure normale. Il a émis sa facture, il a facturé sa prestation au niveau du client, le brut. Donc, le client a payé et il a le 19% de cette facture-ci est directement allé au niveau de Finanzamt. Donc, c'est lui, il récupère et il donne à Finanzamt. Mais dans le cadre de la reverse charge Verfahren, c'est tout à fait différent. Il émet une facture nette au client qui est à l'étranger et le client qui est à l'étranger a la charge lui-même de déclarer au niveau de Finanzamt. En même temps, il déclare, en même temps aussi, il récupère les Vorsteuer. Pourquoi? Parce que c'est une procédure simplifiée qu'on a mise en place pour permettre aux personnes, aux entreprises dans l'Union européenne et même partout dans le monde de ne pas avoir la responsabilité de déduire, peut-être d'aller chercher le financement qui est à l'étranger ou de tel côté du monde. Donc, ce sont comment on dit,
les arrangements fiscaux que les États ont convenus tous ensemble pour que les choses, pour que l'économie ou bien les entreprises puissent fonctionner simplement et de façon propre, quoi. Mais dans la façon dont dans la facturation, on a vu, tout à l'heure, je vous ai présenté qu'est-ce qu'il faut écrire dans la facturation lorsqu'on a 19% ou 0% dans l'Union européenne ou 0% hors de l'Union européenne. Il y a des phrases qu'il ne faut pas manquer de dire sur la facture et il est aussi important lorsqu'on fait la facturation dans ce genre de cadre de préciser le Umsatzsteuer du client qui est à l'étranger et son propre Umsatzsteuer. Alors, pour nous qui faisons les business avec les personnes à l'étranger, faisons attention. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours vérifier le Umsatzsteuer que la personne nous a donné à l'étranger. Nous avons un code ici pour ça. Il y a un lien ici qui nous permet de vérifier si ce Umsatzsteuer est authentique ou pas. Auquel cas, on perd les avantages fiscaux qui nous est dû. Si c'est que la facture, où il s'avère que Finanzamt constate que tu as émis ta facture à un client qui n'a pas un Umsatzsteuer qui est régularisé ou reconnu. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, ça, c'est l'auto-liquidation, comme je disais, Revertchargeverfahren, un peu expliqué, un consultant qui va donner la possibilité à quelqu'un d'autre qui ne paye pas. Donc, il émet sa facture, steuerfrei, et à l'étranger, il envoie. Donc, c'est le client qui est à l'étranger qui va déclarer ce Umsatzsteuer au niveau de le Finanzamt compétent. Donc, on a là ce qu'on appelle la généralisation. Donc, pays du tiers-monde, ce n'est pas l'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ce qu'on appelle Inland, c'est l'Union européenne. Et le pays du tiers-monde, c'est les pays qui sont hors de l'Union européenne. C'est ça la définition fiscale de la chose. Donc, c'est les États-Unis, c'est la Suisse, c'est l'Angleterre, tous ceux qui ne sont pas de l'Union européenne. Ils ont un autre... pour eux, là, on les appelle les Drittland, Umsatz, quelque chose comme ça. Dans le cas de l'Union européenne, on appelle ça les Innergemeinschaftliche Umsätze. Et ce sont les Umsätze qui sont déduits au niveau du client. Donc, ce qu'on appelle dans la TVA, il faut toujours regarder où se trouve le client. Est-ce que le client se trouve à l'étranger? Pourquoi? Parce que c'est de son côté. Dans ce genre de cadre, vous avez des clients à l'étranger, ou bien si moi-même je suis client, je suis ici en Allemagne, alors la personne à qui j'ai fait mes achats, peut-être en France, m'a envoyé une facture Umsatzsteuerfrei, mais avec la notice de ce que je dois déclarer les impôts au niveau de Finanzamt. Donc, si cette facture n'est pas conforme, moi-même en tant qu'entrepreneur, si je ne veux pas payer les impôts pour rien, je dois moi-même constituer ce qu'on appelle il y a la possibilité dans certains cas de faire ce qu'on appelle factura, un truc comme factura, c'est juste une interne Verrechnung où toi-même tu fais une facture correcte avec toutes les notifications possibles pour pouvoir rester dans la règle de la situation. Donc, c'est ce que je pouvais dire, une grosse ganze sur la Umsatzsteuer et sur tout le reste en général. Comme j'ai dit, en 1h30, on ne peut pas approfondir tout ce qu'on partage là, mais on aura l'opportunité l'année prochaine avec dans d'autres ateliers de présenter les thèmes beaucoup plus en profondeur. Donc, les années qui suivent, par exemple, on va parler de la création des entreprises, les gens qui veulent avoir des entreprises, peut-être au Cameroun, je ne sais quoi, comment créer ça, la structure qu'il faut pour pouvoir mieux suivre ça aussi avec les filiales à l'étranger et les succursales. On va un peu plus davantage s'approfondir sur les spécificités des influenceurs, des Instagram, des YouTubeurs et on va aussi plus entrer dans les détails sur comment faire ce calcul dont on parlait tout à l'heure et quelles sont les choses à éviter. Donc, on parlera aussi de la fiscalité immobilière. On va aussi parler des organismes à but non lucratif comme les FAO, comment est-ce qu'on fait pour obtenir une subvention. Et on aura aussi un thème sur les subventions des entreprises et comment ça se passe. Donc, ça, c'est autant de choses qui arrivent. Pour ceux qui sont connectés avec nous, vous êtes au courant de l'actualité dans nos réseaux sociaux. Mais sinon, merci pour votre aimable attention. Nous avons encore 15 minutes pour prendre des questions. Voilà. Dans le chat, s'il te plaît, il y a une question. D'accord, c'est bon. Ah oui, ceux qui veulent approfondir encore dans le thème peuvent me voir dans les coachings aussi privés. Hein, coach Myriam, comme tu m'as appris.
Très bien, c'est très important parce que justement, ça c'est quelque chose que tu nous offres, des pépites pour nos finances qui vont nous permettre aussi de gagner de l'argent et d'épargner. Et il est aussi et tu ne peux pas tout donner dans un webinaire pareil. Et je crois que lorsqu'on veut apprendre un peu plus, on doit fournir encore plus d'efforts. Donc, c'est très important que tu le fasses et que tu mettes un prix à ça. Merci beaucoup, coach. Donc, quelqu'un a posé. Mais il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat, justement. Oui, je suis en train de lire. Donc, la personne dit, c'est Léo Kadi. En tant que client Unternehmen, si tu es dans la perte 4 années consécutives, peux-tu perdre ta licence en tant que client Unternehmen? C'est possible, c'est possible. Il y a ce qu'on appelle Liebhaberei. Donc, il y a les gens, mais Finanzamt va considérer que tu es un plaisantin. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage à être toujours dans les pertes, surtout quand tu utilises dans le cas de Klein Unternehmen Regelung. Donc, tu crées une activité parallèle qui te permet de faire des pertes et ces pertes-là te permet de réduire encore tes impôts au niveau du Hauptberuf. Ça, c'est aussi un autre avantage d'avoir une entreprise à côté. Donc, ça réduit tes impôts au niveau du Hauptberuf. Si tu fais ça 1, 2, 3, 4 fois, et Finanzamt va te dire que mais tu as créé juste un truc de hobby ou quoi. Tu n'as pas l'intention de gagner parce que entreprise veut dire que j'ai l'intention de pouvoir erzielen les Gewinn plus tard. Mais on ne constate pas ça après 4 ans, mais là, tu es dans les problèmes. Donc, la première et la deuxième année, c'est normal de faire des pertes. Pourquoi? Parce qu'on suppose que tu es dans la phase d'investissement du Können-Lernen et peut-être même encore au trop la troisième année. Mais après, la Finanzamt avait raison, on va constater que non, tu es en train de faire du hobby simplement. Ou alors, tu as juste créé une entreprise pour réduire tes impôts. Voilà pour la réponse, Léocadie. Donc, voilà. Je pense que c'est la seule question qui était dans le chat. Oui, il y avait la question relative. OK, c'est bon, Léocadie. OK. Oui? Bonjour d'abord. Je m'excuse d'être arrivé tard. J'espère que tu sera mise en ligne aussi comme la précédente. Bonjour, Emmanuel. Je ne vous suis pas bien. Vous pouvez parler un peu fort? Emmanuel? Oui. Vous pouvez parler fort, s'il vous plaît. Je ne vous suis pas bien. Le fait que la fiscalité semble pratiquement être identique partout dans presque tous les pays. On trouve quelques différentes entreprises au Cameroun. Quand je t'ai écouté, en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver dans de thèmes que tu as abordés. Bon, mais, en fait, je ne pourrais vraiment pas poser des questions maintenant parce que je n'ai pas suivi la totalité de ton intervention. C'est pas que je peux faire l'ensemble de l'intervention. Peut-être à l'intérieur, je pense aux questions que je posées. Bon, de tout ce que tu fais jusqu'ici, qui semble nous expliquer beaucoup. OK, je te suivais avec beaucoup de peine, Emmanuel. Merci pour la remarque. Ce que j'ai retenu, c'est que tu disais que la fiscalité semble être pareille un peu partout dans le monde et que en tant qu'entrepreneur du côté du Cameroun, vous vous êtes retrouvé sur beaucoup de plans, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Et comme vous n'étiez plus le début, ben, on va mettre à votre disposition les vidéos. Si vous êtes dans nos réseaux sociaux comme WhatsApp ou alors Facebook qu'on a créé dernièrement, on est en train aussi de mettre sur pied notre chaîne YouTube pour pouvoir poster toutes les rediffusions après chaque partage, quoi. Donc là, n'hésite pas après avoir écouté de fond en comble de poser ta question, quoi, de t'adresser à moi en cas de question. Je ne sais pas si peut-être il y avait autre chose que tu as dit parce que j'avais un peu de la peine à t'écouter. Et ça me rassure de savoir que c'est
tu ne te perds pas lorsque tu es dans la fiscalité au Cameroun. Pourquoi? Parce que je compte aussi m'approfondir pour ce qui est question de la fiscalité au Cameroun pour avoir un peu un Ubersich complet et mieux être utile à mes clients. Merci Emmanuel, j'espère que ça va. En fait, tu as très bien suivi ce que j'ai dit. J'ai des soucis de connexion ici et j'ai les enfants qui dérangent. Donc, ça. D'accord. Vous êtes au niveau du Cameroun? Non, après. Ah, d'accord. OK. OK, il y a vraiment des... Ah, il y a une fiscaliste à côté là qui m'a parlé. Bonjour. Merci. Donc, j'ai 2 questions. Je vais lire. Bonjour. Et ceux qui font les hobbies et en même temps veulent vendre leurs produits, et d'après la loi financière, une activité répétitive est considérée comme un business. Oui, tu dis activité répétitive. Activité répétitive avec l'intention de pouvoir faire du gain, pour préciser. Dans ce cas, quelles sont les conditions pour faire le libéral et vendre ces choses sans le faire dans le noir? C'est très bien qu'il n'y ait pas l'intention de le faire dans le noir. Donc, ceux qui font dans si tu fais dans un hobby, la loi définit ce que c'est qu'un hobby. Parce qu'on peut commencer hobby, par exemple, dans les thèmes actuels comme les influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont commencé comme hobby. Et puis, ils ont commencé à avoir beaucoup de personnes qui les suivaient. Et ensuite, il a commencé à avoir des prestations comme les publicités. Et puis, la chaîne YouTube te paye. Même si tu as commencé au début comme hobby, après, ça devient une activité lucrative pour toi. Et qui dit activité lucrative dit que tu as déjà lancé le signal au niveau des finances. Même si tu ne lances pas de signal au niveau des finances, Sam, du ministère des Finances, la personne qui te paye, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, n'importe quelle entreprise, signale au niveau de son ministère des Finances qu'il a payé la YouTubeuse telle ou l'influenceuse telle. Et quand c'est comme ça, les ministères des Finances s'échangent entre eux. Il y a la centralisation de certains. Quand tu donnes, par exemple, quand les gens qui donnent les pleurs ou nous attendent, parce qu'ils déclarent ça comme dépenses, charges. Et toi, maintenant, à ton tour, au niveau de le ministère des Finances, de ton lieu, de ton fief, déclare rien, tu te mets dans des problèmes. Tu te mets vraiment dans... Donc, dès lors que ton hobby ou ton activité, tes ventes te produisent déjà de l'argent, c'est que tu deviens entrepreneur GiveWeb. Il est important de faire la démarche nécessaire pour aller s'enregistrer. Et si vous étiez là au début, on a parlé un peu de l'enregistrement. Si tu t'enregistres en tant que Fry Berufler, c'est très facile. Tu vas directement au niveau du financement obtenir un numéro d'entreprise. Et si tu es GiveWeb, comme la plupart des cas, les ventes, les gens qui font dans les ventes en ligne et tout ça, ils sont considérés en général comme des GiveWeb. Et là, tu es tenu de faire la première démarche auprès du GiveWeb Amt, qui te donne un GiveWeb, comment on appelle ça, une autorisation. Avec cette lettre-là, il y a aussi la deuxième démarche qu'il faut faire au niveau du ministère des Finances, qui te donne un code d'inscription en ligne. Et quand tu as accès en ligne avec tes certificats et tout le reste, tu peux maintenant remplir le formulaire de steuerliche Erfassung, remplir le formulaire au niveau du financement. Il faut qu'on te donne un numéro d'impôt. C'est avec tout ceci que tu as le droit maintenant d'exercer. Et il est important de préciser ce qu'on fait, d'être le plus précis possible. Mais on recommande aussi d'être allgemein, de ne pas trop être limité. Pourquoi? Parce que quand tu fais peut-être dans des trucs de YouTubeur, il faut peut-être dire web designer. Pourquoi? Parce que les activités peuvent s'étendre et varier. Après, tu peux quitter de YouTubeur à Facebooker ou je ne sais quoi. Tout ça, là, ça inclut les web designers. Or, si tu vas au niveau du finance, ça me dit juste que je ne suis que YouTubeur et que finance, ça me constate que tu es aussi dans les Facebook et toute autre chose. Ça crée aussi une petite friction avec le ministère des Finances. Donc, dans certaines activités, par exemple, il faut dire ce qui est général, comme web designer, marketing online, comme activité, par exemple. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là. C'était qui déjà? C'était Gilles. Ça va, Gilles?
OK. Les conditions pour faire le libéral et vendre les choses sans le faire dans le noir. OK. Pour le libéral, on en parlera après. Ce n'était pas le thème d'aujourd'hui. Le libéral, c'est un thème vraiment précis. Est-ce que vous accompagnez aussi les entrepreneurs français? Oui, je peux accompagner les entrepreneurs français, Isabelle. OK, ça va, je dis que c'est bon. Quels sont les taux infligés aux Freiberufler? C'est Ulrich qui pose la question. Les taux de, tu parles de quoi? Les taux d'impôt, c'est quoi exactement? En fait, c'est sur l'image là actuelle. Ah oui, les Umsatzsteuer, donc voilà. Donc, comme je l'ai dit au début, je crois que c'est juste là, dans le cadre des différents types d'entreprises, quand tu exerces en tant que Freiberufler, dans la structure de Einzelunternehmen ou une autre structure de Personengesellschaft qui est peut-être OAG ou je ne sais quoi, ce qui est avec les Personen dans Personengesellschaft ou alors Einzelunternehmen, c'est que tu n'es pas différent d'une personne physique, ton entreprise n'est pas différente de toi. Donc, autant tu es taxé comme Einkommensteuer, dans ton Einkommensteuer, le taux avec lequel tu es taxé en tant que travailleur, on utilise ce taux-là aussi pour te taxer dans le cadre de ton activité. Donc, si après tes Gewinn, tes déductions et tout, tu as un Gewinn de 300 €, si c'est que tu es dans ton activité principale, ton salaire te met dans le cadre des personnes qui payent 30% d'impôts, alors tu vas être taxé aussi dans ton activité à 30% d'impôts ou à 40%, parfois c'est même plus. Donc, les Einzelunternehmen, les Kleinregelungen, tous ces trucs-là payent beaucoup plus d'impôts que les personnes qui sont dans les GmbH. Pourquoi? Parce que l'impôt de la GmbH est nettement moins que ceux qui sont dans les Einzelunternehmen, parce qu'ils courent plus de risques. Il n'y a pas une différence entre toi et l'entreprise, c'est carrément une Personengesellschaft en fait. Donc, c'est ça. OK, Isabelle, tu as compris. Est-ce que vous accompagnez? Oui, j'ai répondu à Isabelle. Quelles sont les taxes infligées aux Freiberufler? C'est ce que je disais. Ah, les taxes infligées aux Freiberufler. Je crois que tu parlais des taux. Le Freiberufler payé, ça dépend je ne sais pas si tu étais là depuis le début, Ulrich. Ça dépend de la structure que tu as choisie. Si tu as choisi la structure Einzelunternehmen, tu dois payer les Einkommensteuer, payer les Umsatzsteuer, payer encore. Non, mais tu ne payes pas de Gewerbe. Tu ne payes pas de Gewerbe. Mais si tu es Freiberufler et que tu as décidé peut-être d'embrasser une structure comme la GmbH, tu dois payer en plus de ton activité, là, tu dois payer ce qu'on appelle la Gewerbesteuer. Si tu as embrassé plutôt la structure, je ne sais pas si tu étais là quand je faisais la présentation des impôts que les différentes structures doivent payer. En fait, beaucoup arrivent à la fin. Donc, je vais faire revenir là. Il y avait une page là où je présentais le type d'entreprise que tu choisis. Tu aussi, voilà, voici par exemple cette page ici. Les Freiberufler sont dans cette structure-ci-là, en général. Donc, ils vont payer les Einkommensteuer, l'impôt sur le revenu, le Umsatzsteuer, qui est la TVA, par exemple. Donc, ils ne payent pas les autres impôts-là. Maintenant, si tu as décidé de te présenter comme une Gewerbe, donc une GmbH, par exemple, d'entrer comme une GmbH, alors tu vas payer l'impôt sur le revenu aussi, tu vas payer les Umsatzsteuer, donc c'est une erreur ici, et tu vas payer le Gewerbe. Donc, ça, c'est la taxe communale qui n'est pas en général beaucoup cher. Donc, si tu es Personengesellschaft, ce n'est rien d'autre que toujours toi, c'est les OAG et tout ce qu'on connaît là. Tu ne payes pas les Umsatzsteuer, mais tu payes quand même les Einkommengewerbe aussi et tout le reste. Donc, ça dépend de la structure que tu as choisie. Question des impôts qu'on doit payer en tant que Freiberufler. Ah, Ulrich me dit qu'il arrive à la fin. Ah, je comprends alors, d'accord. Bon, Laure demande, et si ton activité a trait à la pâtisserie, est-ce que c'est facile de s'enregistrer? Mais bien sûr, c'est faisable. Non, plus que l'année passée, l'Union européenne s'est entendue, les membres de l'Union européenne se sont entendus pour permettre aux citoyens ou aux entrepreneurs de pouvoir faire des enregistrements en ligne, comme je le disais tout à l'heure, peut-être au début de la présentation.
à présent, on n'a plus forcément besoin de se rendre au ministère des Finances ou bien au ministère des Finances faire certains enregistrements. Donc, si tu es dans la pâtisserie, c'est que tu es dans la vente, c'est que tu es GUVEB. Donc, tu dois peut-être que dans ta pâtisserie, ça dépend maintenant du montant que tu gagnes par an. Donc, si tu es GUVEB, tu peux aussi choisir Klein GUVEB si tu veux. Et si tu as choisi Klein GUVEB, ton activité est simple à enregistrer. C'est très facile. Tu peux me le faire en ligne sans forcément te rendre au niveau de finances. Donc, tu peux t'enregistrer en ligne. Donc, tu vas juste aller d'abord au niveau du GUVEB tel que je l'ai expliqué tout à l'heure pour avoir le GUVEB Shine. Quand tu as le GUVEB Shine, Finance va t'envoyer une lettre pour que tu puisses remplir un formulaire. Je pense que le formulaire sera rempli en ligne, mais il est important d'avoir ton compte Elsta en ligne parce que c'est sur ce compte Elsta que tu fais ton enregistrement aussi en ligne. Et pour pouvoir avoir accès à ce compte, tu vas signaler au niveau de Finance en ligne que Finance doit t'envoyer un code et te donner un compte adéquat. Dès lors que tu as tout ça et tous tes certificats, tu peux faire ton enregistrement en ligne et tu dois attendre que Finance t'envoie un numéro d'impôt. Avec ce numéro-là, maintenant, tu peux faire tes factures parce qu'en tant qu'activité lucrative, tu dois émettre des factures. Il faut que sur la facture, on retrouve ton numéro d'impôt que Finance t'a délivré. C'est bon, Laura? Donc, c'est ça. On avance lentement vers la fin. Merci beaucoup. Merci aussi Isabelle. Tax, merci beaucoup. Je ne suis arrivée qu'à la fin, désolée. OK, Ulrich, si tu es dans nos réseaux sociaux, on va envoyer les vidéos les jours qui viennent dans nos réseaux, seulement pour les personnes qui sont dans nos réseaux sociaux. Et voilà. D'accord, maman Laura a compris. Ah, Laura, autant pour moi, je confonds avec une amie. Donc, c'est bon. Je pense que c'est tout avec les questions. On est dans le temps. On a encore 2 minutes. Donc, si quelqu'un a une dernière question, c'est le moment où jamais... Oh, il y a encore les gens qui ont écrit. Ah, c'est quoi nos réseaux? OK. Comment rejoindre nos réseaux? C'était dans la fiche d'inscription. Si vous êtes inscrit, comment est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Ah, OK. Ulrich demande, est-ce qu'on peut être enregistré comme Freiberufler et travailler en parallèle? Comme quoi, par exemple? Comme tu es enregistré comme Freiberufler, mais tu as un métier principal, tu es employé quelque part, n'est-ce pas? Si c'est le cas, oui, tu es Nebenberufler. On appelle ça les tu es Nebenberufler en tant que Freiberufler. C'est ce que moi-même je fais. Je travaille en plein temps comme finance comptable dans une structure et en même temps, j'exerce mon activité comme Freiberufler. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Exactement, oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Tu peux le faire. Donc, c'est ce que moi-même je fais, c'est oui. C'est quoi vos réseaux? Donc, on a une page Facebook et puis on a WhatsApp. Je peux t'aider. Ce que tu peux faire, c'est pendant que je parle, aller dans le groupe WhatsApp qui a été créé et tu copies le lien. Donc, tu pars comme ajouter un nouveau membre, tu copies le lien du groupe et tu mets ici dans le chat. Là, tous ceux qui veulent entrer peuvent cliquer sur ce lien. Ou alors, copier le lien de la page Facebook, c'est déjà créé. La page Facebook est créée? Oui, elle a été créée le mois passé. Yeah. Là, tu peux mettre même le nom de la page Facebook. Et, OK, ça tombe bien, bonne idée. Je mets le nom de la page Facebook. Tu mets le nom de la page Facebook. A-M-M. Et aussi de la page YouTube. Comme ça, les gens peuvent déjà YouTube arrive encore. Ah, YouTube arrive petit à petit. Okay. Donc, tu mets le lien de la page Facebook et le lien aussi du WhatsApp. Tu peux faire un post sur la page Facebook où tu mets, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, tu mets le lien WhatsApp. Là, ça sera aussi facile. OK. WhatsApp, là, ma copine. Je n'ai pas connecté ça à mon Internet. Oh, quelqu'un a déjà mis. Merci beaucoup, Marie-Noël. Waouh, voilà les fidèles. Celles qui sont connectées avec leur téléphone. Vous pouvez poster le lien WhatsApp, c'est possible. Je poste ça pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Là, je poste. J'ai essayé, mais ce n'est que l'admin qui peut avoir le lien. Donc, comme nous ne sommes pas admin, tu es la seule admin du groupe. Donc, OK, je te mets
OK, c'est bon. Je pense qu'avec la page Facebook aussi, il y a le lien du groupe WhatsApp là sur cette page. C'est super. Oui. Donc, vous avez le lien dans le chat. Avec ce lien, vous avez accès à la page Facebook de l'entreprise. Et sur la page Facebook, il y a le lien WhatsApp. Voilà. C'est un peu ça. Bon, on est arrivé au thème de notre présentation. Je ne sais pas si... Ah, il y a encore une question. D'accord. Ça, c'est les choses à venir. Merci pour la présentation. Merci aussi, William. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'était très, très instructif. Merci. Dans le fond et sur la forme aussi. Merci. Merci beaucoup, Marie-Noël. Ça, c'est aussi une autre coach. Elle, c'est mon coach de mise en forme. Elle fait dans la danse, elle fait dans le sport dancing. C'est une star dans ce sens. Donc, merci à vous, mes coachs aussi. Vous voyez, je m'améliore. Merci pour votre aimable attention. Au plaisir de nous retrouver au prochain séminaire. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'intérêt porté à tout. D'accord. Celles qui ont des questions ou qui ont besoin, le coach de la danse, son contact. Ah, Marie-Noël, tu as déjà un fan ici. Je vous envoie. OK. Ben, ce qui a demandé, OK, je vais te donner ça en inbox. Je pense que je peux te retrouver dans mon WhatsApp, je te donne ça. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Il y a aussi des coachs, parmi nous, on a aussi un coach d'entrepreneuriat. C'est celui qui me coach pour que j'avance. Et c'est lui-là, il est aussi pasteur, c'est Chibi Tchatchouan que vous voyez sur l'écran. Donc, c'est lui qui a l'œuvre de tous ces flyers, les groupes sociaux, l'encouragement, jusqu'à la mise sur pied de la structure, quoi. Donc, il est vraiment un très bon coach. Je vous le conseillerais vivement pour ceux qui ont besoin d'être équipés. Donc, il est aussi très fort dans les réseaux sociaux pour ce qui est question de médiatisation. Bon, je pense que c'est tout. On est arrivé au thème 3 minutes de plus, c'est bon. Et je vous souhaite vraiment une très bonne journée à vous et à nous retrouver dans nos différents réseaux sociaux où on poste régulièrement les informations relatives à la fiscalité et à l'actualité fiscale. Donc, nous vous tenons aussi informés de nos prochains webinaires, surtout pour 2023, parce que je suppose qu'au mois de décembre, beaucoup sont occupés à faire les achats, on n'est pas tranquille et tout, mais on va voir. On va essayer de voir. Donc, peut-être qu'on va faire un sondage pour voir si c'est possible de faire quelque chose au mois de décembre pour vous aider. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi et à nous revoir pour bientôt. Voilà, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement à ce niveau. On a fini. Bon, moi, j'ai fini. Hein. Voilà. Merci.